Chères auditrices, auditeurs de la radio RBN, bâtisseurs, bâtisseuses, oui, on dit bien bâtisseuses, d'avenir, bâtisseurs des communautés, bâtisseurs du Grand Congo, bâtisseuses de l'Afrique, du Kasaï. Bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros des générations bâtisseurs. Aujourd'hui, nous sommes au 6e numéro, ou à l'épisode 6. Vous vous rendez compte que ça fait des semaines finalement qu'on se croise ou qu'on a rendez-vous chaque samedi à 19h30 et chaque lundi en rediffusion à partir de 17h. La semaine passée, on était encore là, on a échangé sur un sujet important. Une question que vous vous posez comme bâtisseur, comme entrepreneur, comme bâtisseuse, c'est que pourquoi les entrepreneurs n'obtiennent pas du financement? Ou pour mieux dire, pourquoi les porteurs de projets n'obtiennent pas souvent du financement? Et on a fait une critique assez sévère, on a critiqué, on a analysé les raisons qui peuvent faire à ce que un entrepreneur, un porteur de projet n'accède pas facilement au financement. On a évoqué notamment 4 raisons: la mauvaise gestion, l'absence des documents, le manque de crédibilité, la confusion entre le besoin et l'opportunité. Ce soir, on va évoluer. Après avoir critiqué, il faudrait maintenant qu'on apprenne, ou qu'on sache ensemble comment est-ce qu'on peut rendre son projet finançable, ou comme on le dit en anglais, bankable ou bankable. Comment est-ce qu'on peut faire à ce que, alors qu'on a compris ce qui peut faire à ce que les financements, qu'on n'obtienne pas du financement, comment est-ce qu'on fait pour obtenir du financement ou pour être bankable, pour avoir un projet bankable? Alors, j'aimerais déjà vous prévenir que la matière d'aujourd'hui, elle est tellement abondante que 30 minutes ne vont pas me suffire. D'ailleurs, il nous en reste pratiquement 27. On ne saura pas tout finir aujourd'hui. Nous allons aller partie par partie. Nous allons faire la première partie aujourd'hui certainement. Et dans les éditions qui vont suivre ou dans les numéros qui suivront, nous allons évoquer les parties qui vont suivre. Mais sur cette partie où on va parler de comment est-ce que on peut rendre son projet bankable ou finançable, on va parler des quatre sous-points que l'on va aborder dans différents numéros, bien sûr. Le premier sous-point, on parlera du business plan. Ça veut dire que pour la première condition pour être bankable, il faut avoir le business plan. D'ailleurs, c'est le business plan qui est finançable ou qui est bankable. Ce n'est pas la belle personne que tu es, ce n'est pas ta jolie tête, c'est le projet, c'est le plan d'affaires qu'on finance, c'est celui-là qui est bankable. Voilà pourquoi c'est la première condition. La deuxième condition, ce sont tes prévisions financières qui vont faire de toi bankable. C'est vrai, dans le business plan, il y a une partie financière, mais on a voulu, pour plus de clarté, scinder cette partie-là. Donc, en deuxième lieu, on parlera des prévisions financières. D'ailleurs, c'est la partie qui intéresse tous ceux qui financent, bailleurs de fonds, banques, microfinance et tout ce qui est comme institution d'appui financier au projet. Donc, c'est la partie financière qui intéresse parce que ils vous donnent de l'argent, ils doivent voir ce que cet argent-là fait ou fera. La troisième partie qui est intéressante aussi, c'est la présentation. Alors que vous avez le plan d'affaires, alors que vous avez les prévisions financières, ces éléments-là sont que des lettres mortes. Il vous faudrait présenter ces éléments-là. Et là, on va parler de la présentation du projet. Enfin, à la dernière sous-partie, on parlera de l'importance des chiffres. On a parlé de prévision financière. On va dire pourquoi est-ce que ces chiffres sont importants pour qu'on parle d'un projet bankable. Alors, nous commençons par la première sous-partie pour ne pas traîner comme on n'a pas assez de temps. Nous allons parler du business plan, qui n'est pas un mot nouveau, un mot que vous entendez certainement déjà assez chez des entrepreneurs, chez des porteurs de projets. Peut-être un mot qui est nouveau aussi pour vous.
Alors aujourd'hui, on va essayer de savoir c'est quoi le business plan. Surtout de ne pas seulement définir le business plan parce que la définition, vous pouvez la voir partout, dans les dictionnaires, sur Google, partout. On va essayer de comprendre c'est quoi le plan d'affaires, à quoi il peut nous servir et c'est quoi ses composantes. On va beaucoup plus s'appesantir sur les composantes du plan d'affaires. D'abord, pour comprendre le plan d'affaires, c'est le plan d'affaires. C'est le plan de mon affaire. Le plan que j'utilise pour mettre en œuvre mon affaire. Comme vous le savez bien, aucun homme normal ne peut entreprendre quelque chose sans la planifier, quoi que ce soit. Dieu même, le Créateur, avant de créer le monde, il l'a visualisé. Avant de créer le monde, il l'a visualisé. Il savait que il avait l'image, l'idée, le plan du monde qu'il voulait. Il savait qu'il y aura un monde où il y aura la terre, où il y aura le ciel, où il y aura l'espace vide entre la terre et le ciel, où il y aura des animaux, il y aura la lumière, il y aura les ténèbres, il y aura le jour, il y aura la nuit. Ça, c'était déjà dans les plans de Dieu. Et bien évidemment, l'homme aussi était dans les plans de Dieu. Voilà pourquoi même lorsqu'on veut entreprendre, il faut qu'on ait le plan de son entreprise, le plan de l'affaire qu'on veut mettre en place. C'est ça qu'on appelle plan d'affaires. Donc c'est cette boussole-là qui va nous permettre de visualiser où nous serons en train de partir, où nous serons en train d'avancer. C'est ce plan qui va nous permettre de matérialiser notre vision d'entrepreneur. C'est ça les plans d'affaires. Pour le reste, vous irez chercher toutes les définitions scientifiques du plan d'affaires sur Internet et même dans des livres, ainsi de suite. Mais pour moi, le plan d'affaires, c'est l'élément qui détaille toutes les étapes qu'on va suivre pour arriver à concrétiser notre projet. C'est la planification, le plan de notre business. Mais concrètement, ici, on parle d'un document qui doit contenir des éléments qui donnent plus d'informations sur mon entreprise, sur mon idée. Ces informations-là, c'est base sur le passé de mon idée, d'où c'est parti. Ces informations, c'est base sur le présent de mon idée, où est-ce que mon idée se trouve en ce moment. Ces informations, c'est base sur le lendemain ou l'avenir de mon idée. C'est ça le plan d'affaires. Alors, de quoi est fait un plan d'affaires? Ça alors, le plan d'affaires est fait de plusieurs parties. Nous pouvons en compter jusqu'à 9, 10. Mais ici, on parlera des 8 parties, comme une 9e partie constitue tout un sujet dont on va parler ici. Donc ici, je vais vous présenter 9 parties ou 9 composantes du plan d'affaires. Ici, je parle du plan d'affaires rédigé ou à rédiger déjà. Donc, le parti que je vais évoquer ici, selon que ça se suit, c'est comme ça qu'on doit le retrouver dans ton document de plan d'affaires. Je vais parler des 9 parties. Je m'excuse. Nous avons la première partie, ou on peut l'appeler la partie 0. C'est les résumés exécutifs de votre plan d'affaires. J'ai dit que c'est la partie 0 parce que c'est la partie que vous rédigez après avoir rédigé toutes les autres parties. C'est la partie qui porte sur les résumés de votre idée. Donc cette partie-là doit vraiment résumer en quelques phrases, en quelques paragraphes, l'idée globale de votre projet. La présentation du projet, la présentation de l'entreprise, l'objectif du projet, la valeur ajoutée, le produit, le besoin que vous voulez ou que vous avez. La partie numéro 1, c'est la présentation de l'entreprise. Donc avant de présenter quoi que ce soit, vous devez d'abord présenter l'entreprise qui porte le projet. Là, vous allez dire, mon entreprise est MK Service, qui est enregistré formellement à l'État dans les RCSM et immatriculé au RCSM, bien évidemment, dans les numéros d'identification nationale et dans les numéros d'impôt.
où les numéros d'identification fiscale et mon entreprise a le bureau situé aux adresses et mon entreprise est spécialisée dans telle activité, telle activité, telle activité. Donc là, tu présentes l'entreprise dans sa globalité avec tout ce qu'elle fait comme activité, service, pas nécessairement le projet qui est concerné par le plan d'affaires. Après la présentation de l'entreprise vient la deuxième partie qu'on appelle la partie des analyses préliminaires. Dans les analyses préliminaires, vous allez faire deux choses. Vous allez mentionner deux éléments. La première partie dans les analyses préliminaires, c'est l'analyse SWOT. J'en parle quand même assez dans mes interventions. C'est l'une des analyses principales pour toute personne qui veut mettre en œuvre n'importe quelle action ici sur Terre. Il faut toujours être en mesure de faire l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est l'analyse des forces. Le S, des faiblesses, les W, des opportunités, les O, et des menaces, les T. Donc ici, vous allez par rapport à votre entreprise, par rapport à l'idée que vous avez, le projet que vous avez, vous analysez les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ici, l'analyse s'est faite en deux temps. Vous avez le premier temps où vous analysez les forces et les faiblesses qui sont des éléments internes à vous et à votre entreprise. Vous analysez les opportunités et les menaces qui sont des éléments externes, des éléments de votre environnement externe. Au niveau des forces et des faiblesses, vous analysez d'abord les forces, donc tout ce que vous avez comme atout pour réussir votre projet. Donc, ce que vous avez comme atout, vous comme entrepreneur, comme entreprise, afin de réussir votre projet. Ça peut être une compétence particulière que vous avez, ça peut être une ressource qui est acquise à vous, qui est à votre disposition. Après avoir analysé les forces, vous devez aussi analyser les faiblesses. Les faiblesses, c'est tout ce que vous devriez en principe avoir, mais que vous n'avez pas. Peut-être vous mettez en place une usine de production des briques, mais vous fallait avoir des informations, des compétences dans ces domaines-là, de maçonnerie ou d'ingénierie. Vous n'avez pas cette compétence-là. Ça devait être une nécessité, mais vous ne l'avez pas. Donc ça devient une faiblesse. Donc les faiblesses, c'est tout ce que vous avez comme faille qui va vous empêcher à vous comme entrepreneur et comme entreprise de mieux mener votre projet. Nous finissons cette partie, vous allez à la partie opportunités et menaces. Là, vous regardez l'environnement dans lequel vous travaillez. Vous vous posez la question, c'est quoi les facteurs positifs, les aspects positifs de mon environnement qui peuvent m'aider à réussir mon projet? C'est peut-être les pouvoirs d'achat, c'est une bonne politique en termes d'écosystème, politique en termes de taxes, impôts, politique en termes de financement des projets. Il y a beaucoup d'institutions de financement. C'est peut-être la sécurité qu'il y a autour de vous. C'est peut-être les infrastructures. Donc tout ce qu'il y a comme opportunité ou comme facteur favorisant, des facteurs externes qui peuvent favoriser la bonne mise en œuvre de votre projet. Enfin, vous avez les menaces. Les menaces, c'est tous les facteurs externes à vous qui vont nuire à votre projet. Ça peut être un climat d'insécurité, ça peut être la saison qui n'est pas bonne, ça peut être le pouvoir d'achat qui est faible, donc tous les facteurs que vous ne contrôlez pas qui peuvent nuire. En quoi nous sert cette analyse SWOT? Si je peux y aller très vite, l'analyse SWOT nous sert à prendre la décision d'investissement. Ça veut dire que quand vous analysez, vous listez vos forces, vous listez vos faiblesses, vous listez les opportunités que l'environnement propose et les menaces que l'environnement propose, vous balancez. Est-ce que pour mon projet, j'ai assez de forces ou j'ai assez de faiblesses? Est-ce que mon environnement présente assez d'opportunités ou assez de menaces? Si à la fin, la balance tend du côté négatif où nous avons plus de faiblesses et plus de menaces, donc soit l'environnement n'est pas bon ou vous n'êtes pas bon par rapport à ces projets-là. Nous passons toujours par rapport aux analyses préliminaires, nous passons à la partie 2, à la deuxième analyse qu'il faut mener, c'est le business model. Cette analyse du business model vous permet d'analyser la rentabilité de votre projet, de voir si votre projet sera rentable ou pas.
Dans cette analyse ici, vous devez identifier 5 éléments. Le premier élément, vous devez identifier c'est qui les clients, qui va consommer mes produits. Vous devez mieux identifier le client et les connaître, vous rassurer qu'il a le besoin. En tout cas, en termes d'identification, c'est de faire toutes les analyses par rapport à votre client. Chiffres, c'est quoi ses besoins, c'est quoi le problème identifié par rapport à ces clients-là. Deuxième élément que vous devez analyser, c'est la proposition des valeurs. Le produit que vous faites, vous ne serez pas le premier à le faire ou à le mettre en place. Il y a d'autres qui font déjà ça. Même d'autres font le produit des substitutions ou le produit qu'on utilise pour résoudre le même problème que ton produit résout aussi. Il faut te rassurer qu'au-delà du fait que tu viens avec un produit qui est déjà là ou qui peut sembler nouveau, tu as une particularité, c'est qu'on appelle proposition de la valeur ou proposition de la valeur unique. C'est quoi la particularité? Et ici, la particularité doit être la réponse profonde aux besoins réels de votre client. On boit déjà du jus. Mais le problème avec les autres jus, c'est peut-être l'accessibilité en termes de prix. C'est peut-être qu'il a des produits chimiques. C'est peut-être. Donc ici, vous devez vous poser des questions ou vous poser des questions à la clientèle ciblée pour comprendre c'est quoi le problème qu'il rencontre par rapport aux produits qu'il consomme maintenant afin de proposer quelque chose d'inédit. Troisièmement, vous devez mieux identifier ou analyser vos canaux de distribution. Vous devez mieux identifier vos sources de revenus. Donc, en mettant en place mon activité, ce sera quoi les sources qui vont me produire du revenu concrètement? Enfin, vous allez aussi analyser les différentes ressources ou les coûts à mettre en place pour arriver à mettre en place votre produit. Ça, c'était le deuxième point en termes d'analyse préliminaire. J'espère qu'on aura des occasions pour développer aussi ça parce que là, on est très rapide. Troisième partie du business plan, c'est la présentation de votre produit ou de votre service. Ici, vous devez présenter finalement le produit en substance. Le produit là, c'est quoi? Le service là, c'est quoi? Donc, vous devez déjà avoir choisi le nom ou la marque de votre produit. Non, moi, j'ai produit de l'eau des bouteilles. Mon nom s'appelle Mouenya. C'est un exemple qui peut être un peu bête. Mon nom s'appelle Mouenya. Ici, vous allez dire l'entreprise MK Service propose l'eau dont la marque est Mouenya. Au-delà de la marque, vous devez aussi donner la proposition de la valeur et prendre la proposition de la valeur dans la présentation de votre produit. La proposition de la valeur, c'est les prix, c'est le goût, c'est ce que vous aurez choisi. Et vous faites maintenant une description du produit en présentant les avantages, les modes d'utilisation et tout ce qui va avec. Ici, l'idée, c'est de présenter votre produit ou votre service dans sa plus belle robe pour que ceux qui vont lire comprennent bien, arrivent à être séduits, si vous me permettez ces mots-là. Donc là, si vous avez plusieurs produits, ne vous en faites pas. Vous pouvez les présenter tous ici. Si c'est un seul produit, présentez les seuls. Et si vous avez une variété de produits, présentez-les tous sur cette troisième partie qui est la présentation de votre produit. Après vient une partie très importante aussi, qui est l'étude du marché. L'étude du marché, l'objectif, c'est de vous aider à confirmer réellement que votre marché va consommer le produit et ce n'est pas une illusion, ce n'est pas quelque chose qui vient de votre folie que vous voulez faire par vous-même. C'est un produit qui sera réellement consommé sur le marché. Et peut-être je pourrais m'appesantir sur cette quatrième partie ici. Si ça va nous demander tout le temps, on va prendre tout le temps et la suite, on va continuer sur le prochain numéro. Sur cette partie sur l'étude du marché, on va échanger sur 4 différentes analyses qu'il faudrait faire par rapport à l'étude du marché. Il faut d'abord identifier la population totale qui sera desservie par notre produit, qu'on va desservir. Dans la population totale, on a vraiment la répartition géographique. Donc la zone géographique qu'on va couvrir par notre produit. Si c'est Mbujimaï, votre population totale sera
la ville de Mbuji-Mayi et ses habitants. Si c'est Kananga, si c'est telle commune, ce sera cette commune-là et ses habitants. Et ici, dans l'étude du marché, rassurez-vous d'y aller par des chiffres ou avec des chiffres. Ici, vous ne faites plus de la narration, vous mettez les chiffres. Donc, point 4, étude du marché, vous soulignez. Sous point 1, population totale. Là, vous commencez. Ma population totale est constituée par tous les habitants de la ville de Mbuji-Mayi qui sont estimés à 8 millions ou à 10 millions, ainsi de suite. Premier élément. Deuxième sous-point, c'est le marché potentiel. Dans la population totale de Mbuji-Mayi, mon produit ou le produit de substitution, le même produit que celui que j'ai fait, n'est pas consommé par tout le monde. Qui consomme mon produit ou le produit de substitution? Ok. Sur 8 millions des habitants de Mbuji-Mayi, le marché potentiel, ça veut dire que où il y a le potentiel que ces produits soient consommés, est constitué par 800 000 personnes ou 80 000 personnes. Je donne un exemple. Quelqu'un qui veut faire une entreprise de production des viandes, des porcs. Son marché total peut bien évidemment être la population de la ville de Mbuji-Mayi. Mais son marché potentiel sera toutes les personnes qui consomment déjà la viande de porc au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Donc, il va prendre dans les 8 millions qui constituent les habitants de Mbuji-Mayi uniquement les personnes qui consomment déjà la viande. La viande de porc. Il ne va pas, par exemple, prendre les musulmans parce qu'eux, ils ne prennent pas la viande de porc. Ça, c'est le marché potentiel. Les marchés, il y a un troisième point, un troisième sous-point, à part le marché potentiel, on a le marché cible. Le marché cible, c'est la partie du marché potentiel que je vais, moi, prendre pour cible. Ça veut dire vers qui, moi, je vais aller pour vendre mon produit. Si pour mon entreprise de production de viande de porc, mon marché cible, c'est tous les consommateurs de la viande de porc sur en fait, mon marché potentiel, c'est tous les consommateurs de la viande de porc sur Mbuji-Mayi. Mon marché cible devrait être une proportion de ces personnes-là que je compte acquérir pour moi-même et que je compte servir ou desservir, que je compte fidéliser. Par exemple, je vais me dire, sur les 800 000 personnes qui consomment déjà le porc sur la ville de Mbuji-Mayi, moi je pense qu'avec mes moyens, avec mes ressources, avec ma qualité, ma proportion de la valeur, je prendrai 10% de cette part-là du marché. Donc, ma cible sera de 10%. Avant de continuer, vous vous posez certainement la question, chères auditrices et auditeurs, chers bâtisseurs et bâtisseuses. Vous posez la question, mais là, Mike, tu parles de l'étude de marché, tu nous parles des chiffres. Où est-ce que je peux avoir ces chiffres ici? Idéalement, on nous demanderait à nous-mêmes d'aller sur le terrain, faire des sondages pour avoir ces chiffres. Idéalement. Mais aujourd'hui, le monde nous est facilité. On a l'Internet, on a l'intelligence artificielle, l'IA avec ChatGPT, avec tout ce qu'il y a comme famille de l'IA. Vous pouvez accéder à ces informations à travers de l'Internet. Vous pouvez demander à l'Internet, la population totale de Mbuji-Mayi, elle est estimée à combien? Vous aurez ces estimations. Vous pourrez aussi même poser des questions bêtes. Les consommateurs de la viande, des porcs, ou les consommateurs de tels produits ou tels services peuvent être estimés à combien. Donc, vous avez quand même des chiffres approximatifs qui vous permettent de baser votre analyse. Maintenant, il y a un élément sur lequel vous devez faire attention. C'est le marché cible. Le marché cible, c'est vrai, vous allez prendre les chiffres, vous allez vous baser sur les chiffres que vous aurez au niveau du marché potentiel et en déduire les pourcentages. Mais dans le marché cible, pour valider le marché cible, comme ce sera votre marché à vous, on demande toujours de faire une forme de sondage, une forme d'enquête pour vous rassurer que vos résultats sont bons. Ça veut dire, si moi je me dis aujourd'hui,
mon marché cible sera constitué de 10% des consommateurs de la viande qui sont qui sont du marché potentiel. Il faudrait que je valide que les 10% là, si les 10% là va consommer ma viande à moi. Voilà pourquoi là, vous allez tirer un échantillon sur le marché cible que vous êtes fixé ici. Un échantillon, ça dépend de vos moyens, ça peut être 100 personnes, 1000 personnes. Et faire une forme de sondage ou d'enquête que vous pouvez rediriger via toujours nos plateformes numériques avec Kobo Collect, avec Google Forms ou n'importe quel autre outil de collecte des données que vous administrez. Vous faites un petit formulaire, vous administrez ce formulaire pour vous rassurer. Voilà. Un autre élément, je me rends compte qu'aujourd'hui, on va arrêter sur les études du marché. Un autre élément, un dernier élément sur la partie études du marché, c'est l'étude de la concurrence. C'est bien beau d'étudier votre marché, d'avoir votre marché cible. Mais rassurez-vous que vous n'êtes pas seul. Même sur votre marché cible là, votre marché cible peut être le marché cible de plusieurs personnes en même temps. Donc vous devez, au-delà de définir le marché cible et le besoin de vos consommateurs, vous devez aussi être en mesure d'analyser la concurrence. Aujourd'hui, si je pose la question à beaucoup d'entrepreneurs ou des commerçants qui nous suivent, si vous connaissez vos concurrents nominement, personne ne va me répondre avec exactitude. Il y a même ceux-là qui pensent que connaître son concurrent, c'est diabolique. Non, comment moi je vais connaître mon concurrent? Le marché, il est grand, tout ça. Comment je vais connaître mon concurrent? Mais c'est important de connaître son adversaire, en fait. Qui peut se battre avec quelqu'un qu'il ne connaît pas? Qui peut se battre avec quelqu'un qu'il ne connaît pas? Il y a même un dicton en lingala qui dit: la personne qui se cache te dépasse par l'intelligence. Ceux qui parlent lingala peuvent bien interpréter. La personne qui se cache te dépasse par l'intelligence. Tant que ton client reste dans l'anonymat vis-à-vis de toi, reste inconnu à toi, il te dépasse, il peut mettre en place n'importe quelle stratégie et te surpasser. Mais tant que tu connais ton concurrent, tu peux mettre en place des stratégies pour le dépasser. Parce que rassurez-vous, sur le marché, chacun vient pour gagner. On ne se fait pas des cadeaux. C'est vrai, on n'est pas ennemi au vrai sens, mais on est concurrent, on ne se fait pas de cadeaux. Voilà pourquoi c'est important d'identifier les concurrents. Ici, parlant de concurrents, on a deux catégories de concurrents. On a les concurrents directs. Les concurrents directs, c'est cette personne qui vend le même produit ou le même service que toi. Donc, si tu vends l'eau en bouteille, ton concurrent direct, c'est la personne qui vend aussi l'eau en bouteille ou l'eau pure. Nous avons maintenant les concurrents indirects. Les concurrents indirects, c'est la personne qui vend le produit de substitution. Ça veut dire que si toi, tu vends de l'eau ou tes autres concurrents directs vendent de l'eau, le jour où ils ne sont pas là avec l'eau, l'autre produit que la personne peut payer pour satisfaire en son besoin, le même besoin auquel l'eau satisfait là. Par exemple, le jus ou l'eau en gobelet, ainsi de suite. Vous devez identifier par rapport à mon secteur Mbuji-Mayi qui sont mes concurrents. Mes concurrents, c'est peut-être telle entreprise, telle autre entreprise, telle autre entreprise. Ça vous permet de faire maintenant ce qu'on appelle l'analyse concurrentielle. L'analyse concurrentielle, c'est fait sur base de quelques critères. Ici, je vais évoquer 4 critères principaux sur base desquels on fait l'analyse de la concurrence. Il y a d'abord les critères de fiabilité des livraisons. Tu vas comparer pour chacun de tes concurrents, est-ce que son mode de livraison est fiable? Ça veut dire comment les clients font pour accéder à son produit. Est-ce qu'ils vont à son shop acheter ou bien il a un système de livraison? Est-ce que pour toi c'est fiable, oui ou non? Vous allez aussi comparer le prix. Est-ce que le prix il est bon, oui ou non? Ici, en faisant l'analyse concurrentielle, vous essayez de vous mettre dans la peau du client. Vous pouvez même interroger les clients ou les potentiels clients. Vous pouvez encore faire une forme de sondage, interroger les clients. Au-delà du prix, c'est quoi les conditionnements? Comment ils conditionnent le produit? Est-ce qu'il le fait dans des bouteilles? Des bouteilles de quelle capacité? Est-ce qu'il les fait dans 2 papiers?
Comment les clients trouvent le mode de conditionnement de produits de vos concurrents. Après, nous avons les services clients. Comment est la relation client entre vos concurrents et ces clients? Est-ce qu'ils abordent bien les clients? Est-ce qu'ils ont des canaux qui permettent à ce que les clients soient en permanent contact avec eux ou pas? Donc, vous analysez ces éléments ici et pour chaque concurrent, vous mettez un commentaire. Et à la fin, l'objectif ici, c'est de vous positionner, c'est de ressortir votre avantage concurrentiel. C'est de conclure par comment vous faites pour dépasser vos concurrents sur base de ces 4 différents éléments qui sont évoqués ici. Vous comprenez que ce n'est pas mince affaire entreprendre. Vous allez me dire, mais Mike, ça c'est vos choses d'aujourd'hui. Ce sont vos histoires d'aujourd'hui. Nous, on connaît beaucoup de gens qui entreprennent sans connaître vos histoires ici. On en connaît assez. Je vais vous dire quelques vérités. La première vérité, c'est qu'il y a aussi des gens qui naissent avec ça dans leur ADN. Ils n'ont pas besoin de comprendre tout ça. Quand ils vont le faire, ça va leur réussir. Et la deuxième vérité aussi, c'est qu'il y a beaucoup qui apprennent aussi, même sans vous dire. C'est aussi ça leur secret. Ils apprennent. Ce sont des autodidactes, ils apprennent. Peut-être en travaillant, ils apprennent, ils découvrent des choses, ils lisent des livres, ainsi de suite. C'est pas pour rien qu'on a mis en place tout ça, ces principes et tout ça. C'est pas des choses qu'on met pour vous fatiguer ou pour vous rendre encore fainéant. Oh non mec, moi j'ai mon argent. Au lieu de commencer seulement mon projet, toi tu me fais passer par tout ça, je dois faire mon plan d'affaires. C'est pas pour rien. Ceux qui ont mis en place ça ont fait des analyses. Ils ont compris qu'une personne normale, pour qu'elle ait plus de chances de réussir son affaire, elle devrait faire ces différentes analyses ici. Et moi, je vous recommande de mener ces différentes étapes ici avant d'arriver à la mise en place de vos produits. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission. J'espère qu'on va continuer avec la partie 5, 6, 7, 8 et 9 de notre plan d'affaires dans les éditions qui vont suivre. Mais aujourd'hui, on a parlé des 4 premières parties du plan d'affaires. Il y a la partie de la présentation de l'entreprise. Il y a la partie des analyses préliminaires dans laquelle on retrouve l'analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Il y a la partie de la construction du modèle économique ou du business model. Là, c'est au niveau de la partie 2, analyse préliminaire. Nous avons la partie 3 ou le point 3 sur la présentation de votre produit. Ici, on a dit que votre produit doit avoir une marque ou un nom. Il faut que vous dites délice. Mais il va faire waouh, donc tes beignets sont délicieux alors. Non, mes beignets s'appellent, j'allais dire un mot qui n'est pas du tout bon. Mes beignets s'appellent goût. Mes beignets s'appellent, tu trouves un nom là qui peut attirer. L'objectif ici, c'est quand tu trouves le nom que nous entendons dire, voilà, tu vas dire tous. On a beignet un jean de Imbitomboul. Regarde d'abord combien ce nom-là il est long. Faut quand même qu'on a même dit il fait là comme moyen de monter jamba. Il fait bien surtout que les générations est allé le ban à balai, ils aiment mieux quand quelque chose a un joli nom. Quand tu montes au le tinto en bois un timpa. Quand tu montes au restaurant en bois le restaurant au dîner jimpa. On a un restaurant Mille Délices, restaurant Starlight, c'est pas la publicité. Starlight, restaurant tel. Quand tu veux un restaurant, il y a un restaurant Dombush. Et ce restaurant Mwakala, le restaurant Mamoutoum. Bon, les gens peuvent aller là-bas, mais dans la classe campagne, donc il faut bien choisir le nom de votre produit ou de votre service. On a parlé dans le point 3 toujours au niveau de la présentation de votre produit. On a dit, au-delà du nom, il faut avoir une proposition de la valeur unique ou votre particularité. Il faut aussi bien décrire le produit là, en termes de fonctionnalités, avantages et tout le reste. Et on a fini par le 4e point pour aujourd'hui, c'était l'étude du marché. Dans l'étude du marché, on a présenté
la segmentation de ces marchés-là. Nous avons 3 segments. Le premier segment, c'est la population totale. Nous avons le marché potentiel. On a le marché cible. Toujours au niveau d'études du marché, on a aussi fini par l'analyse de la concurrence. Tout ce que je peux vous dire pour finir, c'est que n'attendez pas demain pour commencer ces analyses ici, ces éléments ici. Commencez maintenant. Rappelez-vous que ces éléments, on est en train de vous les apprendre pour que votre projet soit bancable, pour que votre projet soit finançable. Donc c'est maintenant que vous devez commencer à planifier votre projet pour qu'il soit bancable, pour qu'il soit finançable. En tout cas, mesdames et messieurs, chères auditrices, auditeurs de la radio Bonne Nouvelle, de l'émission Génération Bâtisseur, ça a été un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous dans cette trentaine de minutes sur ce sujet aussi important qui est l'entrepreneuriat. Je vous donne rendez-vous le lundi pour la rediffusion, mais surtout les samedis prochains pour la suite de ces sujets ou cette partie très alléchante que nous avons abordée. Du reste, très bonne soirée à vous.